Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être présents pour ce webinaire consacré aux performances web. Les performances web, donc l'indispensable allié de votre chiffre d'affaires. Alors, je suis Angélique, responsable communication et marketing au sein de l'agence web Codéine. Et avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous présenter le déroulé, à savoir que nous allons à peu près faire une intervention qui durera 45 minutes. Puis, on passera à 15 minutes d'échange pour répondre à toutes vos questions. Néanmoins, vous pouvez intervenir en cliquant sur le petit onglet « Discussion » pendant tout le webinaire et vous aurez quelqu'un de l'équipe qui se chargera de vous répondre en live. Commençons le webinaire. Donc, aujourd'hui, je vous ai réunis pour vous parler des performances web au service de la croissance de votre entreprise. On a choisi ce sujet car les performances sont pour nous un sujet majeur pour toute entreprise qui évolue sur le web et notamment pour toute entreprise qui vend en ligne. Alors, on a choisi de vous parler des performances web sous deux angles, un site performant en interne et un site performance côté client. La dimension interne, c'est le choix d'une plateforme qui est solide. Et c'est également l'optimisation de la contribution, et ceci à des fins d'amélioration de la productivité de vos équipes. Alors, la performance côté interne, c'est une autre dimension qu'on abordera, une dimension que vous connaissez peut-être un peu mieux, c'est-à-dire quels sont les enjeux des performances en termes d'acquisition et de conversion client. Donc, on verra l'importance des performances web pour votre position au niveau référencement Google, mais aussi en termes d'optimisation d'expérience client. Pour travailler autour de ce sujet, on s'attachera à observer et à identifier quelles sont les métriques essentielles à prendre en compte dans le travail des performances, quelles actions mettre en place pour améliorer et optimiser vos performances, avec quels outils. Et enfin, on verra les résultats que l'on peut obtenir de ce travail autour des performances. Alors, bien évidemment, je ne serai pas seule pour vous parler de tout cela. Je serai accompagnée de 3 intervenants et tout ce travail, toute cette présentation autour des performances sera présentera en fait le travail de Vincent du Sud, DSI du groupe Sandaya et de ses partenaires, en l'occurrence Zamir Abdoul, directeur France d'Ibexa, et Clément Matteo, chef de projet au sein de Codéine. Donc, je vous propose de commencer par faire un petit tour de table afin que chacun puisse se présenter et présenter son entreprise. On peut peut-être commencer par Zamir. Bonjour Zamir. Bonjour, merci Angélique. Bonjour à tous. Donc, je suis Zamir Abdoul, directeur d'Ibexa France, éditeur de logiciels spécialisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui une DXP, Digital Experience Platform. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe sur le marché de la transformation digitale. Vous avez pu nous connaître sous le nom d'Easy System, avec un produit qui s'appelait Easy Publish puis Easy Platform. Donc là, on a refondu tous nos mécanismes pour maintenant devenir une DXP qu'on va vous présenter aujourd'hui au travers de ce webinaire. Donc le principe, c'est d'aller créer un environnement dans lequel on va pouvoir avoir de la gestion de contenu portée par un CMS, de l'e-commerce et de la personnalisation. Et on va être capable de faire ça pour tout secteur d'activité. Merci Samir pour cette présentation succincte d'Ibexa. Donc à tes côtés, on retrouve Clément Matteo. Bonjour Clément. Bonjour, bonjour Angélique, bonjour à tous. Donc je suis Clément Matteo, je suis chef de projet à Codéine. Donc Codéine, qu'est-ce que c'est? Codéine, c'est une agence web où nous accompagnons et réalisons des projets aidant à la transformation numérique de nos clients. Tous nos projets sont basés sur le langage PHP, utilisant le framework Symfony, et nous utilisons majoritairement des produits d'Ibexa dont nous sommes partenaires. Pour ma part, eh bien, je suis en charge de projets clients, donc en direct avec nos clients, et notamment, j'ai la gestion du projet de site de réservation pour le groupe Sandaya. Merci Clément. Passons maintenant à notre invité d'honneur, Vincent du Sud. Bonjour Vincent.
Bonjour Angélique et merci et bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Dussud et je suis DSI du groupe Sandaya. Et nous sommes le 1er juillet. La date semblait, enfin c'est ce qu'on s'est dit tous ensemble, la date semblait idéale pour proposer un webinaire sur les vacances. Et pourquoi pas des vacances chez Sandaya? Espace aquatique, animation sportive, nuit étoilée, soirée bodega. Donc en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Et pour la nuit, eh bien, on peut proposer, soit vous emmenez votre sac de couchage, et puis il y a des espaces emplacements de camping qui sont très confortables, mais la plupart de nos clients maintenant s'orientent plutôt vers des logements du type cottage, premium notamment. Alors Sandaya a la particularité d'être un groupe qui est propriétaire de ces établissements, essentiellement des campings 4 et 5 étoiles. Aujourd'hui, c'est 300 collaborateurs dans l'année, mais évidemment, en cœur de saison, ce chiffre passe à environ 3000 pour s'occuper au mieux de nos clients sur site et s'occuper de l'ensemble des animations, activités, services, restauration, etc. Donc maintenant qu'on a un avant-goût des vacances, on va se remettre un peu au travail quand même et aborder le site web. Le site web en 2020 a accueilli 8,7 millions de visiteurs. Et le groupe Sandaya propose 37 destinations en France et en Europe. Donc, je peux revenir sur le site web, 8,7 millions de visiteurs et en gros 150 000 séjours réservés. Et à propos des destinations, on parle de 37 destinations en 2021. Mais en réalité, ce nombre-là change chaque année et il a tendance à croître. Le groupe a été créé en 2010 et chaque année, Sandaya rachète de 2 à 6 campings. Alors cette année 2021, on en est à 3, mais l'année n'est pas terminée. Alors, pour en revenir sur une petite historique, sur 2016-2017, ça a été une année charnière. Parce que la suite, le groupe avait prévu d'accélérer le rythme d'investissement. Et puis, ça a été aussi le moment où Sandaya a souhaité amorcer une transformation. La transformation, à l'époque, on disait la transformation digitale du groupe. Aujourd'hui, on devrait peut-être dire la transformation numérique. Alors bon, dans la suite de la présentation, il y aura les deux mots sans doute qui vont cohabiter. Donc ça, c'était en 2017. Et donc, moi, c'est en septembre 2017 que j'ai rejoint l'aventure Sandaya afin de mener cette transformation numérique digitale. On a donc commencé à définir un premier plan digital à 3 ans, avec 3 enjeux: construire la marque, reprendre la propriété de la commercialisation et pouvoir digérer la croissance. En fait, il y avait même un 4e enjeu, c'était constituer l'équipe DSI et réunir aussi autour de nous, de cette équipe, les partenaires pour nous accompagner dans cette transformation. Donc en 2017, il a fallu faire partir la fusée et bien sûr, le premier réacteur de cette fusée, c'était le site web. Avec une refonte totale, aussi bien en termes ergonomiques, fonctionnels et technologiques. C'était donc 2017. Oui, Angélique? Oui, pardon. Non, avec plaisir. C'est en 2017 donc que vous avez dû choisir votre DXP. En effet, c'est là, quand on veut commencer par faire la refonte d'un site, il faut choisir les bons outils. Donc, on a établi une liste de critères qui devait nous permettre de choisir un outil de publication, de centralisation de contenu modulaire, interopérable, un découplage total du contenu et de la mise en forme même du canal de restitution. Bref, en tout cas, avec tous ces critères, la shortlist était relativement short. Il n'y avait que Ibexa qui cochait la majorité des cases. Et là, pour parler d'Ibexa, nous avons même Zamir. Donc, Zamir, tu peux peut-être nous en dire plus parce qu'il y a d'autres qualités que ce qui est présenté sur cette slide en plus. Tout à fait. Donc là, on voit effectivement les points forts d'Ibexa et il y en a encore d'autres. L'idée, je vous disais, c'est on est devenu une digital experience plateforme. Le concept derrière, c'est d'avoir différents services capables de vous permettre aux clients de digitaliser tous les différents points de contact tout au long de la durée de vie du client ou ce qu'on appelle Customer Journey en anglais. Voilà, donc toutes ces interactions depuis l'acquisition, la transaction, la fidélisation. On va ici avec Ibexa, avec cette nouvelle orientation contenu, gestion web expérience, personnalisation et commerce, être capable vraiment de
proposer ce mécanisme-là, d'aller s'interfacer avec tout un ensemble de solutions qui vont venir enrichir cette plateforme. L'idée d'une DXP, ce n'est pas de tout faire. Nous, on a différentes briques. Pour faire ça, aujourd'hui, c'est 5 effectivement services, solutions qui vont permettre de créer tous vos contenus. On va voir tout à l'heure au travers de la démo comment on peut même industrialiser ça lorsqu'on a besoin vraiment d'édition massive. On va pouvoir construire des sites à la volée, les gérer au quotidien avec des mécanismes de drag and drop, personnaliser l'expérience. L'expérience, on l'a dans notre nom, Digital Experience Platform, c'est le maître mot. Comment réaliser, comment permettre, alors en ligne, avec Vincent, on verra qu'il y a aussi de l'expérience sur les campings, mais aujourd'hui, avec Ibexa, c'est comment on va pouvoir faire ça en ligne, et tout ça avec une logique d'intégration très forte avec tous vos différents systèmes. Chez Ibexa, pour faire ça, en fait, on a 3 produits. Donc, on a packagé notre solution en Ibexa Content, qui va être vraiment là le référentiel de contenu, tout ce qui va vous permettre d'industrialiser cette approche éditoriale. On va y gagner en temps, c'est ce qu'on va voir également aujourd'hui. Ibexa Experience, qui va permettre d'avoir des sites beaucoup plus vivants, plus riches, dans lesquels les contributeurs, les animateurs du site vont être beaucoup plus autonomes. Et donc, Ibexa Commerce, qui va vous permettre de bénéficier de toute la puissance d'Ibexa DXP et notamment même de gérer des transactions en ligne. Ces 3 produits sont complétés par 2 services, donc un moteur de personnalisation comportementale pour faire de la perso et de la recommandation de contenu, et la possibilité donc de basculer également votre infrastructure, si vous le souhaitez, sur Ibexa Cloud. Et c'est Ibexa qui infogérera votre système. Donc, ces 3 briques sont ici vraiment pour vous permettre de créer la meilleure expérience. Cette expérience, elle est éditoriale, on l'a vu dans l'agenda. Cette expérience, elle est aussi pour les visiteurs. Et je vais laisser place à Vincent pour parler justement de comment on peut atteindre ces performances en ligne. Alors, merci Zamir pour cette présentation d'Ibexa DXP. On a bien compris l'importance du choix dans le socle technologique qui doit répondre aux besoins d'une entreprise, mais qui soit à court terme, mais aussi à plus long terme. Il faut penser à la suite. Donc, je vous propose maintenant d'aborder la partie performance côté contribution, puisque qui dit croissance, qui dit acquisition de camping, j'imagine que ça a des conséquences en termes de contribution au niveau des équipes marketing. N'est-ce pas, Vincent ? Angélique, tu as raison, en effet. Ça a pas mal de conséquences, ces acquisitions et ce rythme d'acquisition. En réalité, chaque camping qui rejoint le groupe, c'est une société qu'il faut intégrer justement au groupe, ce qui pose de multiples challenges au niveau de l'IT et puis des systèmes d'information. Bon, ce n'est pas du tout le sujet du webinaire, c'est pour ça qu'on va là se recentrer sur l'aspect éditorial. Et sinon, qu'on parle uniquement du sujet éditorial, contribuer à un nouveau camping, ça représente une 50aine de pages de contenu, 300 paragraphes de texte, quelques centaines de caractéristiques qui caractérisent donc soit le camping, soit les hébergements, 100 à 200 photos, le tout décliné en 5 langues. Donc, tous ces textes sont présents en 5 langues, donc c'est déjà un premier coefficient. Et puis, c'est ce contenu qui est à maintenir tout au long de l'année, et notamment entre chaque saison, mais même au milieu de l'année, s'il peut y avoir, selon les équipements, enfin vous verrez tout à l'heure, selon les approvisionnements ou selon l'avancée des chantiers aussi, les caractéristiques des établissements peuvent évoluer. Et donc, en tout cas, ça implique d'avoir une équipe qui s'occupe de la rédaction et de la contribution. C'est une équipe de combien de personnes ? Alors, en 2017, lorsqu'on a lancé la fusée, on a aussi monté une équipe avec 2 personnes qui sont en charge de la rédaction et de la contribution. Et donc, en 2017, il y avait une douzaine de campings. Aujourd'hui, en 2021, on a 37 destinations. Ils sont toujours 2. Donc, on est toujours à 2, mais parce que ce sur quoi on a voulu mettre le paquet, c'est l'industrialisation des contenus et la structuration et trouver les outils
qui permettait de faire plus grand, mais aussi de meilleure qualité. Ce n'est pas en multipliant les gens, mais c'est en essayant d'avoir des effets de levier et de rationalisation des contenus. Donc l'idée, c'est d'être à l'écoute de ces équipes de contribution et de les accompagner afin d'identifier dans leur process, enfin toutes les étapes qui peuvent être chronophages ou risquées, entraînant des risques d'erreur dans les variations de contenu. Et de là, de développer les outils qui permettent de rationaliser et d'industrialiser, comme je le disais tout à l'heure. Donc prenez un exemple concret avec les dates d'ouverture de camping. Donc évidemment, chaque établissement dispose de périodes d'ouverture et on commercialise sur 2 ans, ce qui nécessite donc de contribuer 4 dates pour chaque camping. Alors là, ce qu'on voit, la petite animation, c'est avec le back-office standard de Ibexa, on choisit dans l'arbre de contenu le camping concerné et dans l'arbre de sous-contenu, on choisit les bonnes informations et de là, on ouvre l'objet. Bref, ceux qui ont l'habitude d'Ibexa connaissent à peu près le chemin et il y a des champs et chaque champ, on les change et ça, on reproduit l'opération pour les 37 campings. Alors, pour une dizaine de campings, c'est lourd, mais ça, on est concentré, ça passe, il n'y a pas trop d'erreurs. À partir de 37, ça devient un peu plus laborieux, un peu plus risqué, donc il faut faire du contrôle, etc. Alors, plus le nombre de campings augmente, évidemment, plus ça va être chronophage. Et puis, on va se dire, mais ça change une fois par an. Eh bien, pas tout à fait, parce que le camping change. Entre chaque saison, il y a des chantiers, justement. Donc, les périodes peuvent varier selon l'avancée des chantiers ou la livraison des hébergements. Et puis, il y a des années un peu particulières, comme 2020-2021, où, pendant une période, il n'y avait aucune certitude sur la date d'ouverture des campings, ou plutôt, chaque semaine, la préfecture nous envoyait, dans chaque département de manière différente, la future date d'ouverture des établissements. En plus, comme des établissements, il y a la restauration, il y a l'hébergement, c'est à l'hôtel, mais pas tout à fait. Donc, il y avait plein de particularités, donc les dates changeaient très fréquemment. Bref, là, il y avait un gros sujet pour améliorer la performance de la contribution. Heureusement, on a travaillé là-dessus avant le Covid, donc c'était une bonne chose. Et en effet, avec Codéine, nous avons travaillé pour développer des écrans spécialisés afin de changer ce fonctionnement chronophage. Mais Clément pourra nous en dire plus. Ouais, merci Vincent. Donc, en effet, on est sur un site qui évolue de plus en plus. On a beaucoup plus d'actions qui vont être nécessaires pour le modifier. On prend ici l'exemple de l'édition de masse, donc des dates d'ouverture. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place cette édition de masse. Donc, cette édition, en fait, se représente sous la forme d'un tableau de bord, où déjà, ce qu'on peut faire, c'est déjà visualiser l'ensemble des dates d'ouverture de chaque camping, les uns en dessous des autres. On a une vue qui est vraiment synthétique. Mais surtout, et c'est vraiment le but de cet écran, de faire l'édition de dates rapidement. Il faut faire attention parce que rapidement, ça peut provoquer des erreurs. Mais pour pallier ces erreurs-là, on a mis en place des codes visuels, donc visuels qui permettent vraiment que ça saute aux yeux, ainsi que des vérifications dans les traitements. Donc tout ça, en gros, ça a été fait pour empêcher des erreurs de saisie. Donc ce tableau-là, comme plein d'autres tableaux qu'on a mis en place sur le site, font partie d'un système qu'on a créé, donc un système de gestion de tâches en mode asynchrone. Donc, ce système-là a été mis en place pour effectuer des actions donc demandées par les contributeurs sans les pénaliser. C'est-à-dire que le contributeur n'attend pas en fait que l'ensemble des modifications soient effectuées. Il peut reprendre directement la main sur son poste et ainsi continuer de travailler. Donc, on peut voir que, alors, je ne sais pas si on le voit très clairement ici, mais que ce système possède une gestion des logs et des erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, pour une tâche donnée, en fait, on peut visualiser une synthèse avec un statut d'une tâche, savoir si elle est en attente, en cours, fini ou en erreur, et le cas échéant, avoir le détail de ces opérations, y compris les erreurs. Donc, ça permet en fait d'avoir un système qui est vraiment blindé, on va dire, de chaque côté pour ne pas avoir d'erreur. Petit bonus, on a une petite possibilité aussi de rejouer les erreurs si jamais le besoin s'en fait ressentir. Tous ces écrans, en fait, ont été construits grâce aux outils que nous ont fournis, en fait, Ibexa DXP. Donc, ce sont des tableaux de bord et le but, c'était vraiment de fournir à ces contributeurs une vision métier pour qu'ils soient vraiment immergés, en fait, dans leur contribution. Merci Clément. Peut-être qu'on peut prendre un autre exemple, Vincent, en termes de contribution.
Ah bah, si vous voulez, en effet. Un autre exemple qu'on a là sous les yeux, sur la partie droite, c'est une fiche hébergement, alors juste un extrait. Donc la vue client, qui permet donc au client de connaître de quoi est constitué l'hébergement pour l'aider à faire son choix, ce qu'il y a dans le salon, la cuisine, la chambre, enfin voilà. Et donc ce sont des caractéristiques, et aujourd'hui, là, il y a environ 600 fiches hébergement de ce type. Il y en a entre 10 et 15 par camping. Et ça augmente chaque année, et ces caractéristiques changent aussi, peuvent être amenées à changer. Donc, c'est des données à mettre à jour entre chaque saison, au fil de l'eau. Et historiquement, c'était traité en paragraphe texte, avec déjà des questions de mise en forme pour harmoniser la mise en forme sur 600 fiches. Alors, à l'époque, heureusement, il n'y en avait pas 600. Mais il faut garder aussi à l'esprit que c'est en 5 langues. Donc, c'est l'ensemble de ces 600 fiches fois 50 caractéristiques en 5 langues. Donc, la plaque vitrocéramique, qui était 200 fois sur le site, n'était pas toujours écrit pareil, et pas toujours écrit pareil dans toutes les langues. Alors, et le jour où, en plus, pour tous les hébergements premium, ces plaques vitrocéramiques basculent en plaques à induction, là, des contributeurs démissionnent. Donc, avec Codein, on a travaillé sur un back-office spécifique, mais on allait même plus loin que ce back-office spécifique parce que ça nécessitait une structure de données particulière pour pouvoir organiser les données et aussi gérer la volumétrie, parce qu'il y a une énorme volumétrie derrière, avec pas mal de relations. Donc, ça s'appuie sur un dictionnaire de caractéristiques qui est administré en 5 langues, et l'équipe de contribution, elle, ne rédige plus rien, n'écrit plus de texte, mais se contente de cocher les items dont l'hébergement bénéficie. Et d'ailleurs, donc ça permet aussi d'avoir des tableaux de bord de suivi de combien la plaque à induction, elle est sur combien d'hébergements, qu'on n'avait pas du tout avant avec du texte riche. Et on est même allé encore un peu plus loin, un peu plus récemment, avec des modèles d'hébergement selon la qualité, ce qu'on appelle le nombre de coquillages, c'est l'équivalent du nombre d'étoiles pour les campings, mais là c'est pour les hébergements, le nombre de coquillages, et en fonction de ce nombre de coquillages, ou si c'est un hébergement premium, eh bien, il y a des données précochées, ce qui encore va dans le sens de l'industrialisation et la rationalisation de la contribution, et aussi du produit qui est présenté sur notre site. Ok, merci Vincent. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la partie performance côté interne. Donc, pour résumer, la performance en interne, c'est d'abord le choix de la DXP, mais c'est surtout un objectif d'accélération de la contribution. Alors pour cela, vous avez mis en place notamment deux actions bien précises qui sont l'édition de masse et l'industrialisation des contenus. Mais tout ceci, c'est à des fins d'accélérer la contribution, de gagner en productivité, mais aussi et surtout de limiter les erreurs de contribution pour évidemment améliorer la satisfaction client, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir un site qui ne serait pas à jour. Ça serait assez préjudiciable si, par exemple, je décide de réserver un hébergement chez Sandaya, que je pense avoir un lit double et que finalement, j'ai qu'un lit simple. Je pense que je serais très, très mécontente. Donc, concrètement, on voit que ce qui est sur le site, très important d'être à jour, et donc, il faut vraiment limiter les erreurs de contribution. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie, c'est-à-dire un site performant pour nos clients. Mais de quel client parle-t-on, Vincent? De quel client parle-t-on? Alors, effectivement, c'est d'ailleurs, quand on parle performance, c'est avant tout au client auquel on pense en premier. Donc ça, c'est l'image un peu plus conventionnelle de la notion de performance. Alors, quand on parle de client, ce sont les clients de Sandaya, évidemment, à qui on va s'adresser. Mais on est aussi dans le monde du web. Et dans le monde du web, eh bien, les clients, c'est une notion un peu particulière parce qu'on va parler de clients HTTP, et en premier lieu, les navigateurs, qui sont donc le canal avec lequel nos clients pourront réserver. Mais il y a d'autres clients HTTP qu'il ne faut surtout pas oublier, ce sont les bots, et notamment les bots d'indexation Google. Car là, on va jouer sur le levier d'acquisition. Et alors, ça fait déjà un certain nombre d'années que Google s'appuie sur les performances du site pour
calibrer la pertinence des résultats. Et encore plus récemment, il a introduit les Core Web Vitals, qui est le level up autour de comment qualifier et sous quel ordre et dans quelle position ramener des résultats selon des métriques qui sont directement liées à la performance du site. Et là, c'est plus juste la performance avec un chiffre, mais il y a plusieurs chiffres. Enfin, en l'occurrence, il y en a 4, ici il n'y en a que 3, mais il y en a au moins 2 qui sont très significatifs. C'est le chargement de la page, le délai d'attente avant que l'utilisateur voit quelque chose sur son écran, et puis le délai avant que le site soit interactif, avant de pouvoir manipuler, par exemple, saisir une date ou ouvrir un calendrier. Donc ça, ce sont deux métriques, mais il y en a 2 autres. La stabilité aussi de l'écran. Et tout ça, en tout cas, c'est la performance. Enfin, ça gravite autour du sujet de la performance, et ça va avoir des impacts en termes d'acquisition et en termes de présence et de visibilité. Une autre facette, ça concerne l'expérience client. En effet, là, les études sont nombreuses et depuis de nombreuses années autour de le délai d'attente, et tout être humain, au bout d'un certain temps, va abandonner. Soit il va aller voir ailleurs, et éventuellement la concurrence, il va aller faire, ou alors il va faire autre chose en se prenant un café et en oubliant qu'il veut partir en vacances. Donc, ces délais, il faut absolument tout faire pour qu'il y en ait le moins possible. En tout cas, le plus subtil, c'est que les internautes ne s'en rendent pas compte. Une autre chose aussi, comme on est dans le monde du e-commerce, mais on est aussi dans le monde du service. Et nous, ce qu'on propose, c'est un service. Et quand les clients viennent sur notre site, ils ont aussi un service. Et inconsciemment, des délais d'attente au moment où on se projette sur les vacances, où on veut passer du bon temps sans problème, eh bien, si ça devient laborieux de réserver ses vacances, on peut se projeter négativement sur cette expérience plus tard du séjour, qui risque lui aussi d'être laborieux. On va attendre au restaurant, on va attendre. Donc, c'est un double effet chez nous, où il faut qu'on soit très vigilant sur ce ressenti au moment de la visite sur le site, parce que les 99% de nos clients ont pratiqué le site. Donc, ils sont décidés en étant sur le site. Et puis, on n'a qu'une seule occasion de faire bonne impression, même si c'est une impression web. Troisième facette de la performance, troisième enjeu, c'est la conversion. Là, encore une fois, on peut s'appuyer sur des études. Ici, ce sont des études Kissmetrics. Donc, un délai de 1 seconde, alors c'est ce que dit l'étude, entraîne une réduction de 7% de la conversion, ou un site e-commerce qui gagne 100 000 € par jour, tout retard d'1 seconde peut entraîner une perte de 2,5 millions sur l'année. Alors en plus, c'est effectivement ce cadre est en recadrement. Enfin, il y a un cadre rouge autour de ce chapitre, parce que 100 000 € par jour, alors, il y a des jours Sandaya où dépasse le 1 million d'euros par jour. Donc là, le retard d'1 seconde sur l'année, ça peut faire assez mal. Alors évidemment, ce n'est pas toute l'année, on verra un peu plus tard, mais l'activité de Sandaya et l'activité du site, c'est cyclique, c'est saisonnier. Mais en tout cas, en ce moment, là, notamment au mois de juin, ça a été un mois assez très chargé, avec des jours très élevés, ou même le plus gros jour, je crois qu'on a dépassé le 1,5 million. D'accord. Donc, c'est ce qui... Oui. Mais oui, Angélique, je t'ai coupé la parole, donc non, c'est moi. Simplement, je pense qu'on a compris les enjeux des performances web, et je me posais la question, quelles métriques va-t-on utiliser donc pour mesurer ces performances? Les métriques. En effet, alors comment mesurer ces performances? Alors, il y a quelque chose qui vient souvent quand on veut mesurer la performance d'un site, c'est un test de montée en charge. Il y en a d'autres aussi, on prend une page et puis on regarde qu'est-ce qui se passe dans le chargement de cette page. On peut faire du profiling applicatif, on peut faire plein de choses. Alors, rien que l'exemple du test de montée en charge, il y a quand même c'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est bien de le faire. Et on pourrait faire un ou des webinaires sur le sujet. Mais là, pour la suite, on va s'intéresser à quelque chose d'autre, parce que le test de montée en charge, finalement, c'est une injection artificielle, et ça ne nous permet pas de voir au fil de l'eau en continu la performance du site. Donc, on va plutôt s'intéresser à des métriques de performance issues de l'usage réel du site, et qu'on peut monitorer, qu'on peut suivre, qu'on peut piloter en temps réel, en continu. Donc, il faut chercher des métriques de performance. Donc, oui, Angélique? Alors moi, j'ai une petite réponse. Les premières métriques qui me viennent en tête, ça va être le nombre de visites sur le site, le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est bien cela dont on parle aujourd'hui? Alors,
En tout cas, c'est un point de vue déjà intéressant. Si on s'intéresse, prenons des valeurs concrètes, des valeurs réelles en termes de performance marketing. Le 10 mai, nous avons mesuré 42 000 sessions sur le site qui a engendré 443 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est intéressant. Et la preuve, Angélique, si tu le présentes, c'est que c'est un sujet que pour toi, tu vas pouvoir le réutiliser. Par contre, quand on veut mesurer les performances et encore plus les améliorer, ça va être insuffisant. Ça nous donne finalement que peu d'infos en termes de capacité d'accueil de la plateforme et ça ne dit rien sur l'expérience client. On va donc chercher à trouver des indicateurs plus proches de l'application et des utilisateurs. Et c'est là où on va introduire la notion de page par minute. Et donc ici, ce qu'on voit en bas, c'est le graphe des pages par minute sur une dizaine de jours. Et ce qui est encadré en rouge, c'est la fameuse journée du 10 mai, qui a eu un pic à 350 pages par minute. Alors c'est souvent l'audience du site. Alors la nuit, il ne se passe pas grand-chose. Et puis ça commence en début de matinée, au courant de matinée, jusqu'à le début de soirée, où là, c'est pour ça qu'on voit sur chacune des vagues qu'il y a sur ce graphe, à la fin de chaque vague, il y a un pic supplémentaire, ça correspond à la période de 20h, 23h, où là, il y a un regain d'activité, donc avec un pic à 350 pages par minute. Ça, c'est ce qui se passe côté navigateur. Il y a eu 350 pages par minute qui ont été rendues dans ces navigateurs. Pour chacune de ces pages qui ont été exposées dans un navigateur, eh bien, quel a été le temps de chargement dans le navigateur? Et là, il y a un autre graphe équivalent. Alors tout ça, on a mis en place un Neuralink sur notre plateforme, et c'est grâce à ce Neuralink qu'on récupère ces données. Et donc, à droite, on a le graphe de temps de chargement de page, avec en moyenne pour le 10 mai 2,6 secondes. Alors bien sûr, ce temps, c'est l'addition de plusieurs temps. Il y a le temps de rendu côté navigateur, il y a le temps réseau en dessous, et puis le premier temps qui se trouve tout en bas, c'est le temps applicatif qui a été nécessaire pour produire et commencer à exposer ce contenu sur le réseau. Ça, c'est le point de vue navigateur. Maintenant, on va aussi s'intéresser au point de vue serveur, et là, on va parler de requêtes par minute. Et c'est simplement le requête par minute. En effet, quand une page est sollicitée sur le site, en réalité, cette page va engendrer plusieurs requêtes. Et c'est ce qu'on pilote ici, le nombre de requêtes par minute. Alors en réalité, ça doit épouser relativement, on peut rester juste un instant sur celle d'avant, ça doit épouser la courbe des pages par minute. Le petit pic en tout début de matinée, c'est probablement lié à une livraison. Donc en effet, qui dit livraison dit un moment, ou alors soit livraison, soit contribution importante sur le site, ce qui fait qu'il y a eu un vidage de cache, ce qui a nécessité un peu plus de requêtes pour réinitialiser le cache. Et après, on est reparti sur une courbe standard. Donc chacune de ces requêtes par minute, on va aussi mesurer le temps que ça a pris. Et donc là, on est effectivement c'est la slide suivante qui illustre l'évolution de ces temps de réponse serveur, qui sont eux-mêmes l'addition de plusieurs valeurs. Mais tout ça, Clément nous en parlera dans quelques instants. On peut arriver sur une vision plus synthétique où on retrouve ces métriques qui fait la correspondance entre des métriques de performance marketing et des métriques de performance liées à l'expérience client et à la capacité d'accueil de la plateforme. Les PPM, les RPM, et le temps de chargement de page et le temps de réponse serveur. Donc, métriques qui sont issues de l'usage réel du site et que nous pouvons suivre en temps réel. Donc, avec Neuralink, on peut développer nos propres écrans de monitoring et ce qui nous permet de suivre ces KPI. Et donc, ça, c'est ce que nous avons donc mis en place et on peut diffuser auprès des équipes, alors des équipes DSI à Sandaya, mais aussi des équipes chez Codéine, mais aussi des équipes contribution. Ça permet déjà d'avoir, donc ça c'est le point de départ, évidemment, si on veut commencer à travailler sur la performance, pour avoir des éléments, des valeurs de référence. Et puis, voir aussi quels sont les événements qui peuvent influer sur ces chiffres. Soit une contribution, soit une livraison, soit un déploiement, il peut y avoir on peut détecter quand un robot crawl le site parce que ça n'influe pas sur les mêmes chiffres. Et donc, effectivement, sensibiliser l'ensemble des équipes, ça, c'est le premier pas vers la prise de conscience de la performance et que tout le monde soit vigilant
sur ces aspects. Et là, en effet, ça nous donne aussi, comme je vous disais, des valeurs de référence. Et là, on s'aperçoit que sur cet écran qui est affiché, on avait établi pour 2021 comme valeur de référence 300-900, qui était la moyenne haute, enfin plus 20% de l'année passée. Et là, on s'aperçoit effectivement quand on dépasse, c'est les petits barres roses, là où on est à 143%, 130%, c'est-à-dire qu'on est content parce que c'est-à-dire que la plateforme est très sollicitée, il y a du monde qui va sur la plateforme. Et en revanche, on est d'autant plus content que les chiffres à droite, les temps de réponse, de temps de chargement ou le temps de réponse serveur, restent dans des proportions tout à fait stables. Et, alors, pour information, ces chiffres-là sont après optimisation. Donc après un grand chantier qu'on a mené ces derniers temps et dont on va avoir plus de détails par la suite. Justement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces chiffres? Quelles actions est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ces chiffres? Alors, pour améliorer ces chiffres, ce qu'il faut maintenant, c'est lancer la roue de la performance. Donc, on a vu la première étape, c'était d'identifier les KPI et ensuite de pouvoir les suivre. Et puis, on peut faire tourner la roue avec l'étape 2, étudier les goulots d'étranglement en analysant ces chiffres et ces graphes. À partir de cette étape 2, on peut identifier des actions, les prioriser, lancer des développements et la mise en œuvre de ces actions, de ces optimisations, serveurs et navigateurs. Et après, l'étape 5, mesurer les effets des actions. Et puis c'est pas fini, ça continue, évidemment. C'est un travail itératif qu'on va faire tourner. Mais je pense que là, il est temps maintenant qu'on sache un peu plus ce qui se cache dans ces étapes 2, 3 enfin 2 et 4 surtout. Donc Clément, est-ce que tu peux nous détailler cet aspect? Oui, on va voir ça ensemble, en effet. Donc, déjà, on repart tout de même de la première étape, donc c'est-à-dire des graphes. Donc, on va partir d'un graphe que l'on a à l'écran, donc graphe de New Relic, et sur lequel on va cibler les parties à optimiser. Donc, bien entendu, on ne va pas essayer d'optimiser la partie web application parce qu'elle est assez courte, mais pour l'exemple, on va se concentrer sur le DOM processing. Donc, le DOM processing qui est le calcul de la structure de la page et la récupération de ses ressources. Et pour faire son amélioration, on va partir de ce qu'on appelle le chemin critique du rendu. Donc, le chemin critique du rendu, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, il faut savoir que le rendu d'une page, ça va se passer côté navigateur. En T0, le navigateur, enfin, un F1 va demander une page. En T1, on a reçu cette page et on va commencer à la construire. Et en parallèle, on va demander les ressources pour l'afficher. La récupération de ces ressources, en fait, peut être bloquante pour le rendu. Donc, ce qu'on voit dans le graphe là actuellement, on voit qu'on a du CSS et du JS qui peuvent bloquer, en fait, le rendu de cette page. Et en fait, une fois que l'on a reçu l'ensemble de ces ressources, on arrive vers T2 et à partir de là, en fait, l'interprétation et l'affichage de la page peuvent se faire. Donc, le but là, ça va être de réduire et d'alléger les ressources demandées, donc ce qui se trouve entre T1 et T2. Et au final, nous améliorons le chemin critique et de fait, nous améliorons le temps de chargement de la page. Donc, on va voir directement les résultats. Bon, on parlera du travail qui a été fait en partie après. Mais après résultat, on peut voir que le DOM processing est passé de 1,2 secondes à 0,4 secondes. Et en fait, pour arriver à cette optimisation, nous avons travaillé, entre autres, sur l'allègement du poids des ressources demandées ainsi que le nombre de requêtes. Pour y arriver, on a utilisé des outils qui sont utilisés côté serveur et qui sont intégrés nativement dans Ibexa DXP. Donc, premièrement, pour l'allègement du poids, on a utilisé en gros du packing et de la minification. Donc, pour ce faire, on a utilisé un outil qui s'appelle Webpack et qui permet en fait de compacter, de réduire en fait des ressources textuelles pour qu'elles soient plus légères et du coup qu'elles soient transmises plus rapidement. De notre côté, nous avons travaillé sur le nombre de requêtes, donc le nombre de requêtes qui sont effectuées pour demander des ressources, avec l'utilisation de mise en cache. Mettre en cache, en fait, c'est mettre en mémoire une ressource qui vient d'être demandée pour que les fois suivantes, en fait, cette ressource soit rendue instantanément, sans qu'il y ait de calcul à faire. Pour ce faire, on a utilisé des outils comme Redis et Varnish, qui, enfin voilà, encore une fois, sont intégrés nativement. Donc, l'utilisation est très simple au sein de la DXP.
On va voir maintenant un impact que l'on peut avoir sur la mise en cache. Donc, sur la mise en cache, ça va se passer sur l'activité du site. Donc, à gauche, nous voyons un graphe où on a le nombre de pages qui sont demandées qui vont être multipliées par 2. Et à droite, nous avons en fait le nombre de requêtes qui arrivent sur le serveur qui, elle, n'est multipliée que par 1,7. Il faut bien voir en fait que les outils en fait, de mise en cache vont être plus performants, plus il y aura d'activités sur le site. Il faut quand même garder à l'esprit aussi que ces outils ont une capacité d'accueil maximale. Donc, on ne va pas pouvoir exploser. Enfin, si on a une explosion du nombre de pages par minute, à un moment donné, ça risque de bloquer. Ces actions, en fait, font partie d'un pattern, donc le pattern PRPL que l'on voit à l'écran. Donc, cet acronyme, en fait, qui comporte 4 axes. Donc, le premier, P, qui va être push ou preload, le but de ce push ou preload, ça va être d'optimiser le chemin critique du rendu, donc en réduisant le plus possible le temps entre la réception de la page et la demande des ressources critiques. Le R, pour le render rendu, ça va être faire en sorte que la page s'affiche le plus tôt possible. Le P, pre-catching, c'est ne pas faire de requête s'il n'y en a pas besoin. Et le L, à la fin, lazy loading, ça va être en gros, le but, ça va être de réduire le nombre de ressources critiques en les traitant de manière asynchrone. C'est-à-dire que les ressources, en fait, donc quand je parle de ressources, c'est les médias, les images ou autres ressources qui vont se retrouver sous la ligne de flottaison. Donc la ligne de flottaison, c'est en fait tout ce que l'on ne voit pas quand on charge une page. Eh bien, ces ressources-là, en fait, on va les demander une fois que la page sera chargée. Et voilà, donc tout ça, en fait, ça constitue cette méthodologie que nous avons utilisée. Merci Clément. Alors, je vais me permettre simplement de synthétiser les actions menées pour vulgariser un peu ce qui a été dit. Donc, grosso modo, les actions principales ont été le retaillage des contenus et leur optimisation, la mise en cache, le packing et la minification, et l'optimisation du chemin critique du rendu. Donc, toutes ces actions sont issues de la méthodologie du pattern PRPL et elles ont pour but d'alléger le poids des pages, de réduire le nombre des requêtes et d'alléger leur poids et de réduire la taille des ressources et de retarder au plus tard possible l'affichage des ressources qui ne seraient pas indispensables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher en priorité tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison le plus rapidement possible. Et le reste viendra ensuite. Comme ça, l'internaute a l'affichage dont il a besoin instantanément et ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai bien compris, Clémence, ce que tu nous as dit. Ah oui, c'était ça. Alors, si vous souhaitez aller plus loin par rapport à tout ce dont on a parlé aujourd'hui, nous avons rédigé pas mal d'articles sur ces sujets. Donc, je vous enverrai les liens à l'issue du webinaire. Hein. Tous ces articles sont sur notre blog. Donc, on vous enverra les liens des articles et les liens vers les différents outils que l'on a mentionnés. Mais je pense que le travail autour des performances n'est pas terminé. Est-ce qu'on a d'autres éléments qu'on pourrait observer, Vincent ? Oui, on a d'autres éléments. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est la cinématique de chargement des pages. Donc, c'est un pendant au temps de réponse. Alors, tous les KPI qu'on a identifiés, il faut les suivre, il faut les regarder, etc. Mais ce sont des chiffres. Il y a quelque chose de plus visuel auquel on peut s'intéresser. Donc, c'est la chronologie de chargement. Une ligne représente à un instant donné l'expérience réelle vécue depuis un navigateur. Donc là, on a pris l'exemple d'une sonde 3G, d'un device mobile 3G à Amsterdam. Alors, l'idée, ce n'est pas de prendre le cas idéal, hein, évidemment, parce que nos clients sont pas dans les cas idéaux, surtout en mode vacances, en mode déplacement, ça peut leur arriver de consulter le site. Voilà. Donc, c'est dans ces situations qu'on arrive à mieux comprendre les conséquences qu'il y a en termes de performance. Et en février 2019, eh bien, c'est la ligne du haut, on voit qu'au bout de 8 secondes, eh bien, on avait encore un écran blanc. Et avec le travail itératif qui a été mené, alors on en a évidemment, vous notez bien qu'on vous a présenté qu'une petite extrait des actions qui ont été réalisées. Il y a d'autres choses aussi, qui couvrent différents aspects. Mais voilà, avec le temps, on a amélioré ces performances car on a reproduit ce test depuis. Donc, c'est le web page test qu'on a réalisé, ce genre de montage pour arriver donc, en septembre 2020 à quelque chose d'un peu plus satisfaisant.
Alors, accessoirement aussi, ça nous permet de se comparer avec nos autres concurrents et de voir comment tout ça fonctionne. C'est aussi un élément plutôt sympathique. Un premier bilan aussi de tout ça, ce qu'on peut en tirer, deux grands principes, c'est que gagner du temps, ça prend du temps. C'est du temps déjà pour mettre en place les KPI, les suivre, commencer à avoir un historique, diagnostiquer, identifier des points, arbitrer, prioriser ces actions, les réaliser, les déployer, voir les effets, etc. etc. Autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le délai que ça peut avoir pour constater les réels bénéfices. D'autant qu'il y a parfois des actions avec notre activité assez cyclique. On peut parfois attendre plusieurs mois avant même on a fait quelque chose, ça marche bien, mais de toute façon, en ce moment, il n'y a pas d'audience sur le site, donc on s'en rendra compte que plus tard. Donc ça peut prendre plus de temps. Quoi qu'il en soit, en tout cas, en prenant ce temps, au final, on gagne du temps. On gagne du temps, on va aussi gagner de l'argent. Et puis, un chantier d'optimisation, ce n'est pas une fin. Hein. Enfin, on ne peut pas se dire, tiens, je mets un billet sur la table, je me prends 2 mois, je confie ça à l'équipe, et puis au bout de 2 mois, tout est terminé. Ça ne marchera pas. C'est vraiment quelque chose, c'est comme on se dit, tiens, on veut commencer à participer à la Formule 1 et on va acheter une voiture, on va monter une écurie. Peut-être la première année, on va gagner la première place, mais pour garder les premières places les années suivantes, il faut maintenir l'énergie de l'écurie, de la R&D, des suivis de la pression moteur, de trouver toujours les bons pilotes qui vont optimiser chaque fois la trajectoire. Bref, il faut maintenir un niveau de pression et d'investissement au long cours. Un deuxième aspect, c'est que rien n'est acquis. Tout avance dans notre univers, dans notre écosystème, ne serait-ce que avec la croissance de Sandaya, l'acquisition des campings entraîne de plus en plus de contenus qui peuvent aussi gréver des performances. Il y a aussi un enrichissement fonctionnel en continu sur le site. On livre environ une dizaine de releases par an. Donc chaque enrichissement fonctionnel, c'est du fonctionnement différent, complémentaire, qui peut aussi avoir un impact, et parfois négatif, sur les performances. Il y a aussi l'évolution de l'audience, des usages, des devices. Il y a par exemple l'algorithme Google aussi, là, sans prévenir, il peut changer de stratégie et de logique, ce qui fait qu'il peut interpréter différemment tous les efforts de performance qu'on a menés. Il faut garder un regard là-dessus. Et même parfois les outils qui illustrent les KPI peuvent changer. Je pense à l'exemple de Neuralink qui a changé il n'y a pas longtemps, on avait des super écrans, mais là on a un peu on a perdu notre latin sur la manière dont les choix qui ont été faits, ou même Webpage Test, où c'est pour ça que l'écran précédent était un peu pas très beau, parce qu'ils ont changé le fonctionnement, ce qui fait que j'ai repris des vieux screenshots avec des vieilles slides, mais parce que c'est plus compatible et on a perdu l'historique qui était jusqu'à présent là. Donc tout change, donc rien n'est acquis et faut garder ces points de vigilance. Merci Vincent, merci pour ce premier bilan. Mais j'aimerais, est-ce que vous seriez d'accord pour nous présenter des résultats concrets en termes de bénéfices pour Sandaya de tout ce travail ? Oui, résultat concret. Oui, bien sûr. Alors, le premier bénéfice, on va dire, c'est même notre agence SEO qui nous l'a donné parce que qui surveille de manière très fine justement, c'est notre agence SEO, donc le SEO pour eux c'est très important, donc ils nous challenge très fort sur les questions de performance, d'autant plus depuis, comme je vous le disais, les temps récents là où Google a remis une pièce dans la performance, avec les Core Web Vitals. Et donc ça, c'est des slides issus de notre agence. Et en gros, ils étaient plutôt satisfaits de ce qu'on avait fait et des chiffres qu'on arrivait à sortir. Donc, alors en haut, la partie jaune, c'est effectivement issu de notre agence et ça nous permet aussi de comparer ces chiffres Google avec nos concurrents. Et puis en bas, les petites capsules là, vert, orange, rouge, ça, ce sont des données qui sont issues de Google PageSpeed. Donc, vous pourrez aussi tester votre site avec et voir quelle mesure ces cartouches. Et ce sont ces 4 métriques, le FCP, LCP, CLS et FID, qui influent sur la présence et le tri des résultats de recherche. Donc, en tout cas, ça, c'est le bénéfice, je dirais, qui est le message de notre agence SEO, donc en termes de résultats. On peut s'intéresser à d'autres résultats. Cette fois-ci, là, c'était le SEO d'un point de vue analytique. Maintenant, d'un point de vue concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Là, ce sont des courbes d'audience uniquement SEO. Et donc,
en noir, ce sont l'audience, en bleu, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, version foncée, c'est les 18 derniers mois, et la courbe claire, ce sont les 18 mois encore d'avant. Donc, un premier constat avec ces grandes périodes qu'on peut analyser, c'est que, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des grandes variations d'audience selon la période de l'année, ce qui est lié à l'activité du camping, mais en réalité, il y a un décalage. L'activité sur le site n'est pas corrélée à l'activité des présences. En général, quand les clients sont sur le camping, ils ne vont plus sur le site. C'est avant que ça se passe. Alors, il y a des grandes variations d'audience, encore renforcées par ces 2 années précédentes qui ont été très fortement perturbées avec le Covid, les fermetures d'établissements, les incertitudes surtout, et ça, c'était pas favorable pour déclencher des actes d'achat. Parce que traditionnellement, les ventes ont lieu, les réservations ont lieu entre janvier et mai, alors que là, il y a vraiment un décalage, et c'est pour ça que le mois de juin de cette année a été particulier. On en voit juste le début à la fin à la droite de la courbe, parce que il manque en fait tout ce qui s'est passé ce mois-ci, où là, on aurait sans doute été un peu plus haut que tout ce qu'on voit là sur les dernières semaines. Et donc, deuxième constat, malgré tout, c'est que si on reprend toujours le 10 mai, en 2019, le 10 mai, ça représentait 8000 sessions SEO, et en 2021, le même 10 mai, ça représentait 20 000 sessions SEO. Et si on s'intéresse maintenant en termes de CA, on va passer à la slide suivante qui permet d'avoir une vue encore plus synthétique et de revenir un petit peu sur ce qu'on avait évoqué donc, sur la période charnière 2016-2017, car en 2017, on avait fait le constat que, avec les chiffres 2007, 25% du chiffre d'affaires global était réalisé grâce au site Internet. Et c'est là où on parlait tout à l'heure de réappropriation des ventes. Et l'enjeu, donc en 2017, c'est ce qu'on avait fixé comme cap, c'est que sous 3 ans, on atteigne les 65% pour retrouver que ce soit Sandaya. Ça permet aussi de développer la marque, de construire la notoriété, etc. Donc on a raté la marche parce qu'on a fait 63%. Maintenant, il ne faut pas oublier que le rythme d'acquisition qui est assez fort, donc ça a tempéré avec le chiffre d'affaires web qui est passé de 10 millions à 40 millions en 2019. Et cette année, on devrait atteindre 70 millions, qui représentent 75% du CA. Alors, si on rajoute en plus la centrale de réservation et le B2B en 2021, en termes de vente directe, de propriété des ventes, on devrait dépasser les 90% sans intermédiaire. Donc, il y a eu un effet d'emballement en termes de SEO aussi, où là, les marques, la recherche marque ont commencé à grandir fortement ces 3 dernières années. Alors, les chiffres sont plutôt bons. Et à vrai dire, même en 2020, les ventes ont été supérieures, les ventes web ont été supérieures au chiffre d'affaires du groupe. Parce qu'en fait, il y a eu des ventes qui ont été réalisées sur le site, mais ensuite, les campings ont été fermés, ce qui fait que les ventes ont été annulées, ou même simplement les clients étaient incertains, donc ils ont annulé des séjours. Mais ensuite, ils ont réacheté quand c'est à nouveau éclairé, ce qui fait qu'en termes de vente, il y a eu plus de ventes sur le site web que le CA au final à la fin de l'année qui a été réalisé. Donc c'est une année en double teinte. Commercialement, c'était exceptionnel, mais par contre, au niveau du chiffre global, c'était moins bon. En tout cas, ces bons chiffres, je tiens vraiment à remercier déjà Ibexa pour proposer un outil à la fois rigoureux et stable. Il y a aussi Codéine qui a contribué grandement à tout ce qu'on vient de faire là. Donc, investissement effectivement de chaque instant, pourrait-on dire. Et puis aussi, il y a toute l'équipe Sandaya, l'équipe de Contrib, l'équipe Market, et puis bien sûr en première ligne, l'équipe DSI qui nous accompagne sur tous ces sujets. Alors, ces remerciements, il n'y a pas que moi qui va les faire, mais on peut aussi les lire dans les avis de nos clients. Car c'est peut-être finalement eux à qui on s'adresse, et donc s'ils sont satisfaits, c'est que ça se passe bien. Donc voilà, c'est ce qui est issu de Trustpilot, qui est censé jauger l'expérience de réservation. Donc on va retrouver à la fois l'expérience de réservation de la centrale de réservation, mais aussi de la plateforme web. Eh bien, merci. Merci, Vincent. Alors, je souhaite remercier, pour conclure ce webinaire, je souhaite remercier particulièrement Vincent de nous avoir partagé tout ce travail et tous ces chiffres autour de l'amélioration des performances. Je tiens également à remercier Zamir d'Ibexa pour sa présentation de sa solution, et Clément Mathéo de Codéine.
Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses, puisque je vois qu'il est 10h54. La première question que j'ai vue d'un spectateur est: avez-vous pensé à utiliser Quanta à la place de New Relic? On pourrait faire un webinaire sur le sujet peut-être, mais enfin, on nous l'a proposé, mais après avoir vu ce qu'il en était, ça ne correspondait pas aux besoins. Pour différents facteurs, en tout cas, c'était pas au niveau, on va dire, de New Relic sur la finesse et la granullarité d'analyse des métriques, que ce soit en test de montée en charge, que ce soit en monitoring, en profiling applicatif, parce qu'il y a un pendant qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est le profiling applicatif, avec qui va. Enfin, bref, c'est vaste sujet, mais non, c'était assez rapide. La réponse était assez rapide. Quanta n'était pas un candidat possible pour ce qu'on voulait mener. Alors, j'ai une autre question, Vincent. Pourquoi avoir choisi la date du 10 mai? Parce que c'est une date justement sans rien de particulier. Ça permet juste d'évoquer des chiffres standards d'une journée standard. Alors, ce n'est pas le creux de la vague, mais c'est une journée comme une autre. Donc, on était, je ne sais plus à combien, mais en tout cas, en termes de ppm et de rpm, je crois que c'était de 300 et 1200 de mémoire. Et non, voilà. C'était parce que c'était un lundi standard du mois de mai. Donc, voilà, pas plus. Et ça permet par contre de mieux mettre en correspondance quand ça chauffe très fort ou quand c'est plus faible. Et donc, on était en journée médiane. Merci. Alors, une autre question. Y a-t-il eu un jour où vous vous êtes dit le site sera-t-il suffisamment performant? Alors, oui, ouais, il y a un jour effectivement où on a un peu tremblé. C'était en l'été 2020. Il y a eu un reportage dans l'émission Capital M6. Alors, on était au courant un petit peu, on savait, parce qu'un reportage, ça dure une vingtaine de minutes, donc il y a des équipes de tournage, il y a tout ça. Mais en général, quand ça arrive, on commence à trembler parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous explique à peu près comment le dérouler. Ça dure 20 minutes. Au milieu, il y a une page de pub, et pendant la page de pub, c'est là où il y a une boost d'audience, et on l'a connu. Donc, en gros, c'est l'équivalent de x10, x15. On a atteint 4000 pages par minute, autour de 10 000 requêtes par minute. En réalité, le plus haut requête par minute, c'était avant l'événement, parce qu'on avait mis en place un cache warm-up, ce qui fait que ça, forcément, on a appelé l'ensemble des pages sans cache, et donc ça chargeait fortement l'application. Après, quand l'événement s'est passé, tout était en cache, donc c'était essentiellement des ppm qui ont monté. Et au global, le site a tenu, et les temps de réponse sont restés, ça c'est important, dans une fourchette nominale. Alors, évidemment, je ne vous parle pas de la partie tarif et disponibilité, où là, ce sera un autre pendant, où on pourrait aussi détailler, mais on n'a pas la main sur ce qui se passe là. C'est un moteur de pricing qui est externalisé. Et donc, ça nécessite d'enrober tout ça dans des stratégies, des mécaniques de chargement asynchrone avec des time-out pour éviter de saturer la plateforme, parce que tout slot qui va dépasser un certain temps, et dans ces genres de situations, ça peut arriver. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que oui, on a tremblé, mais ça a tenu bon, ça a tenu bien, et l'expérience client restait tout à fait. Ouais, ça ne se voyait pas. Donc, c'est ça. C'est tous ces efforts pour que finalement, ça ne se voit pas, ce soit transparent. Et donc, ça donne le sourire. Merci. Une autre question encore, Vincent, pour vous. Sur quel type d'infra avez-vous installé Ibexa? AWS, Ibexa? Non, ce n'est pas du AWS, mais là, je voudrais qu'on fasse carrément un webinaire lié à l'hébergement, avec un super jeu de mots. Voilà, c'est un peu évident. Donc oui, lié au hosting, non, ce n'est pas du. Ce sont des VM qui sont managés, infogérés, mais ce n'est pas du. C'est pas du Amazon. Ceci dit, il y a des questions autour de ça, parce qu'on est en train de réfléchir justement autour de la résilience de la plateforme. Aujourd'hui, on a déjà quelque chose qui est relativement résilient, mais on pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Donc, on est en réflexion justement en partie avec Codéine sur on a 3-4 pistes là à l'étude. Donc, peut-être dans les prochains mois, on va en choisir une et mettre ça à l'épreuve. Et peut-être dans ces options, on retiendra Amazon tout ou partie. Mais en tout cas, l'idée, ce serait vraiment d'augmenter la résilience et peut-être même en multipliant les opérateurs pour être sûr qu'une journée, alors ce serait le pire, une journée de 2 millions de CA qui ne tombe pas, et même une heure dans cette journée, surtout si c'est l'heure du soir, ce serait compliqué. Donc, pour essayer de s'affranchir de tous les problèmes d'infra et d'opérateurs. Alors justement, donc une personne nous demande, est-il possible de préserver ou d'améliorer ses performances tout en améliorant la résilience?
entre parenthèses, cluster haute disponibilité, DNS, round robin, répartiteur de charge. Alors, je m'excuse par avance si je prononce mal. Mais non, la prononciation est pas mal, Angélique. Non. Ça fait partie justement de ces études qu'on est en train de, ce sur quoi on a été travaillé. Ce sont tous ces sujets. Ils sont dans nos brainstorming pour voir quel levier, quelle organisation, quelle plateforme imaginer pour demain, justement avec cette croissance qui va continuer à s'accélérer afin d'augmenter cette résilience. Donc, il y a différentes stratégies qu'on a échafaudées et on n'est pas encore tranché. Mais à l'occasion, on pourra en rediscuter plus longuement. Tout à fait, Vincent. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire. Je vois qu'il est 11 h, donc je pense qu'on va libérer les participants. Je remercie toute l'équipe, tous mes intervenants, comme je l'ai fait tout à l'heure, et également tous nos participants. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup et à bientôt et peut-être bonnes vacances. Merci et bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Ciao.